Euh, Fait que l'idée, c'était un peu, souvent on se part en affaires. Je vais parler de moi dans 2 secondes, mais on prend peu position, on se questionne peu, c'est quoi un entrepreneur, puis c'est quoi une entreprise. Euh, je- Moi, je m'appelle Pierre W. Bertrand, je suis un entrepreneur. J'ai eu des entreprises, ça fait plus de 35 ans maintenant. J'ai des entreprises dans pas mal toutes sortes de domaines. Production, technologie, services. Maintenant, je suis beaucoup dans le service. Puis depuis une dizaine d'années, je veux beaucoup accompagner des entrepreneurs, soit au démarrage ou soit à la croissance de leur entreprise. Puis souvent, quand je suis avec ces entrepreneurs, je leur demande, ben, pourquoi tu veux te lancer en affaires? Puis la plupart ne savent pas pourquoi. Tu sais, on a comme un- une énergie qui dit, ah, on va se lancer en affaires, mais la plupart ne peuvent pas répondre pourquoi je suis en affaires. Euh, Puis là, dans ton cas, tu sais c'est quoi une entreprise. Euh, Puis ça peut être le fun, on pourra en discuter. Tu pourras peut-être ajouter, parce que c'est pas une vérité que je vais, on va discuter, mais plus un modèle que je me suis fait pour essayer d'expliquer à quelqu'un ce que c'est une entreprise, puis pourquoi on planifie, puis ces choses-là. Euh, Mhm. Fait que tu sais c'est quoi une entreprise, fait que tu vas peut-être pouvoir ajouter ce modèle-là ou voir, ou en discuter à ce niveau-là. Si jamais, ça c'est moi, Pierre-W. Bertrand, j'ai un compte LinkedIn. Si jamais tu veux joindre mon compte LinkedIn, là, tu pourras avoir un petit peu plus d'informations sur ce que j'ai fait ou ce que je fais maintenant. Je ne vais pas passer du temps là-dessus, c'est pas l'objectif de la rencontre. Puis on a juste 30 minutes ensemble, fait que c'est pas très très long. Euh, Puis ça, c'est le reste de l'équipe. En fait, ici, j'ai sauté la slide. Evolution, c'est une entreprise qu'on a fondée il y a à peu près un an maintenant, et dont l'objectif est vraiment de former des entrepreneurs en France. Ici, au Québec, c'est déjà depuis longtemps qu'il y a des formations en entrepreneuriat. On appelle ça le lancement d'une entreprise. Et l'idée est vraiment de dire, euh, puis c'est tout enseigné par des entrepreneurs ou d'ex-entrepreneurs. Et l'idée est de dire comment on transfère ce qu'on a acquis en entrepreneuriat ou à ceux qui démarrent ou utiliser ce qu'on a eu comme expertise pour essayer d'aller plus rapidement parce qu'on sait en affaires, le temps est vraiment important. Euh, je vais pas adresser l'autre chose. Si jamais, quand je m'exprime, tu comprends pas ce que je veux dire, je comprends que j'ai un accent, puis des fois, j'utilise des termes qui sont pas standards chez vous. Gêne-toi pas de m'arrêter puis de me demander ce que je viens de dire. Euh, Ça arrive là, des fois. Donc, gêne-toi pas pour ça. Ça marche. Pour Bon, l'instant, tout va bien. ça va bien, super. Tant mieux. J'utilise beaucoup d'anglicisme des fois, puis ça, en tout cas, d'accord. Euh, Fait que le reste de l'équipe, on a toutes nos forces, puis tout ça. On travaille en synergie pour aider les entreprises. Puis comme je te dis, on a lancé ça en France depuis l'année passée pour donner des formations, puis essayer d'accélérer un petit peu. Fait que la première chose que j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est quoi un entrepreneur? Euh, Te souviens-tu la première fois que tu es parti en affaires? Puis par rapport à dire maintenant, si je me pars en affaires, est-ce qu'il y a une différence dans comment tu te sens ou comment tu vas aborder? Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? As-tu des réflexions par rapport à ça, toi? Qu'est-ce que c'est comment tu définirais un entrepreneur? Je te mets dans l'eau chaude. Ah, ça y est, ça marche. J'avais pu réactiver le son. Oui, oui, non, oui, c'est sûr que les choses changent une fois qu'on a pris en main l'entrepreneuriat. Après, moi, j'ai eu l'expérience de rentrer dedans petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, en fait. Il y avait un gérant dans l'entreprise et moi, je suis venue en co-gestion et sur des points précis de l'entreprise. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir été un petit peu, on va dire, crescendo, c'est peut-être différent de quelqu'un qui se lance comme ce que je vais faire là maintenant sur cette deuxième expérience. Maintenant, c'est vrai que tout d'un coup, bah, c'est prendre les choses en main, c'est avancer et c'est savoir avoir une ligne directrice et puis parfois avoir un point de mire un peu plus loin pour voir comment l'entreprise va avancer ou va tourner, quoi. Excellent point. Excellent point. Euh, Dans le fond, tu sais, hey, on a un nouveau. Bonjour Yvan. On va attendre qu'il se branche. On vient juste de commencer, Yvan, tu n'as pas manqué grand-chose. Là, on devrait t'entendre. Est-ce que tu nous entends, toi, Yvan?
Oui, oui, absolument, absolument. Ah, super. Oui, oui, Bonjour. absolument. Yvan, on a Karine aussi, on est deux. Il y a peut-être d'autres qui vont se joindre. On venait juste de commencer. L'objectif était un peu de déterminer qu'est-ce qu'un entrepreneur. Karine, elle s'est exprimée un petit peu. Toi, est-ce que je peux te poser la question? Est-ce que tu as déjà été entrepreneur? Est-ce que tu veux te lancer en affaires? Puis comment tu définirais qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Il vient d'arriver, je le mets dans l'eau chaude. Ah, tu veux savoir comment est-ce que je définirais l'entrepreneuriat? Qu'est-ce- L'entrepreneuriat, c'est une philosophie de la création de richesse en ce qui me concerne. Et quelqu'un qui a envie d'entreprendre, c'est quelqu'un qui a envie que tout ce qu'il réalise soit un profit pour tout le monde. En d'autres termes, avoir envie de créer des richesses, c'est prendre des risques pour essayer de monter et de créer quelque chose. Pour quelqu'un qui veut déjà être indépendant, qui n'a pas besoin de hiérarchie pour fonctionner et qui devrait logiquement créer un petit peu de richesse pour tout le monde. Voilà, assez rapidement, hein, C'est euh, bon? expliquer Ouais. ma conception de l'entrepreneuriat. En d'autres termes, j'ai énormément de respect. Moi, je l'ai déjà été, je le suis même parfois. Je suis totalement indépendant, mais en tous les cas, j'ai énormément de respect pour tous ceux qui entreprennent. Pour donner un exemple, Christophe Colomb, un des premiers grands entrepreneurs de l'histoire de l'humanité, quand il est financé, que ses bateaux sont financés par des hommes qui prennent énormément de risques, il n'y a pas que Christophe Colomb, on oublie, évidemment, c'est le héros, mais il n'y a pas qu'un seul héros. Les véritables héros sont ceux qui ont financé les trois caravelles, elles étaient trois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour aller chercher des richesses ailleurs et qui ont pris énormément de risques. Les trois caravelles auraient pu disparaître corps et âme dans l'Atlantique, et à partir de là, les entrepreneurs, globalement, auraient pu être ruinés. Mais bon, les entrepreneurs, en général, c'est des gens qui dispatchent correctement leurs investissements pour être sûr de ne pas prendre trop de risques en même temps. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on voit qu'ils sont, même si il y a une philosophie générale et une philosophie ambiante qui fait que, en particulier par rapport à la pensée marxiste du XXe siècle, qui dit énormément de mal de l'entrepreneuriat, parce que c'est un salaud, il n'a pas une bonne éthique, il n'a pas de bonnes valeurs, etc., etc. Mais je crois, on va prendre un exemple tout simple et on va le comprendre. Le plus grand entrepreneur ces derniers temps, ces 2 dernières années, c'était Donald Trump. Comment il a fait? Bah, tout simplement en disant, en se réveillant le matin, il a dit 1 milliard pour Pfizer. 1 milliard pour Pfizer, en un an, on a eu un vaccin et l'activité économique, de manière, est repartie. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et ça, c'est l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, il faut bien qu'il ait des recettes, mais pour créer et arriver à ces recettes, il en faut du temps. Monter une usine ou le tunnel sous la Manche, il en faut des mecs qui prennent des risques pour essayer de gagner des sous. Aujourd'hui, les plus grands entrepreneurs, bien entendu, sont ceux qui, dans la recherche et développement, sont complètement à fond la caisse avec une partie de leurs capitaux dans le capital risque. Ça, c'est les plus grands entrepreneurs. Regardez ce qui se passe sur les startups un petit peu partout dans le monde. Il y a des types qui prennent des sacrés risques. Ça, c'est au plus haut niveau, c'est ma conception des choses. En tous les cas, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis un adepte de l'économie libérale uniquement parce qu'ils vont faire disparaître la richesse avant tout le monde. Oh punaise, quel lapsus. Ils vont faire disparaître la pauvreté avant tout le monde. Voilà. Et sans aucun doute, je préfère un entrepreneur qui prend des risques et qui nous confie son argent pour créer des richesses. Bien entendu, il faut qu'il en gagne. Mais à Greta Thunberg, hein, il n'y a pas photo entre les deux. Moi, je ne suis pas de ce côté-là, je suis côté de l'entrepreneuriat, les vaccins, la santé, la lutte, la faim contre la faim dans le monde, etc. Je crois que l'entrepreneur, il est mal considéré, malheureusement. Voilà, j'ai à peu près Mal tout dit. perçu. Ouais, mal perçu des fois. Mais c'est sûr que, bon, Ah oui, 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 bien sûr, c'est mal perçu. indéniablement. C'est pas ésotérique, je vais juste vous présenter j'ai choisi cette image-là, une carte, pour représenter un petit peu, moi, quand les gens n'ont jamais été en affaires, souvent, je les identifie à ça. Euh, Tantôt, avant que tu arrives, là, ça, je disais, j'ai été entrepreneur, ça fait 35 ans que je suis un entrepreneur dans pas mal toutes sortes de domaines, manufacturier, mode, technologie, beaucoup aussi. Dans les dernières dizaines d'années, je suis plus dans l'accompagnement des entrepreneurs, soit au démarrage ou à la croissance, là, à travers des incubateurs ou des choses comme ça en région. Puis là, maintenant, à travers une nouvelle entreprise qu'on fait pour la France, là, en France. Ce que je disais tantôt aussi, c'est qu'au Québec, on a déjà des formations pour les entrepreneurs. Quand tu veux démarrer en affaires, les commissions scolaires, les écoles dispensent des formations parce qu'on va enseigner la base de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Fait
Souvent, quand je demandais aux entrepreneurs, ben, c'est quoi être un entrepreneur avant qu'ils démarrent, euh, ça, c'est ce que je sens d'eux, dans le sens qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils aspirent à la liberté. Tu sais, un entrepreneur, on dit, hey, on va être libre de choisir ce qu'on veut faire. Ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités. Quand on est un entrepreneur, on est très ouvert aux possibilités. On se fie sur notre instinct, beaucoup. Si je regarde la carte, l'instinct représenté peut-être par le chien. Je ne sais pas si vous êtes des adeptes de tarot. Je ne suis pas un connaisseur de tarot, là. Je sais que les gens de tarot vont dire, ouais, mais l'instinct va peut-être être plus représenté par le loup. Dans ce cas-là, c'est un instinct dompté. Notre instinct qu'on a appris dans la société, comment se comporter, tout ça, c'est ça qu'on utilise. On est flexible. Évidemment qu'on peut changer dans cette position-là, on peut changer, tu sais, de position. Par contre, ça vient aussi de l'insouciance. Il y a de la passion. On est animé par notre passion. On veut faire de l'exploration. Un mot que j'aime beaucoup pour les entrepreneurs, qui est vraiment fort, autodétermination. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui voulaient être en entreprise, parce qu'il y avait soif d'autodétermination. Parce qu'on s'entend, vous avez été entrepreneur, vous savez que la liberté, c'est on n'est pas vraiment libre, au contraire. Par contre, on est libre de choisir souvent les choses. Puis c'est là que l'autodétermination vient en place. Quand j'ai mis l'instinct 2 fois. Fait que ça, c'est mon entrepreneur qui veut se lancer. C'est aussi une énergie. À chaque fois que j'ai un nouveau projet, chaque fois que vous avez un nouveau projet ou une nouvelle opportunité, on est dans cette énergie-là de dire waouh, les possibilités. Mais l'autre portion de l'entrepreneur à développer, et c'est là que la formation vient agir, c'est lui. C'est-à-dire, OK, une fois que j'ai exploré ça, puis tout ça, pour moi, un entrepreneur, c'est un magicien. Dans l'optique où ce qu'il veut faire, c'est réaliser sa volonté dans le futur. Et tu en as parlé tantôt, Yvan, tu as parlé ou c'est Karine que tu me disais de projeter ça dans le futur. Et c'est ce qu'on veut faire. Un entrepreneur essaie d'appréhender le futur puis dire voici où mon entreprise s'en va. Tantôt, Yvan, tu as fait rapport avec les explorateurs. Ben, il fallait qu'ils prévoient où est-ce qu'ils s'en allaient. Mais on sait que sur le chemin, ben, il va y avoir plein de problèmes à agir ou en tout cas à réagir pour être capable de survivre. Fait que pour moi, on commence comme ça, on explore notre idée, on est comme ça, mais pour avoir une entreprise, faut aussi s'occuper de ça. Fait que dans ça, il y a pouvoir, maîtrise, contrôle, réalisation. Tantôt, on était sans structure. Ici, les structures sont importantes pour une entreprise. On est plus dans le mode pensée que dans le mode instinct. On s'entend que les deux fonctionnent ensemble. J'ai besoin d'aller dans cette énergie-là de temps en temps, mais une entreprise a besoin de quelqu'un qui fait ça, qui établit des limites, où est-ce que l'entreprise s'en va, puis tout ça. À partir de là, évidemment, ça que je vous dis, une fois que j'ai établi quelle est ma motivation à me lancer en affaires, je dois passer dans cette énergie-là de dire, OK, maintenant j'explore, et après ça, il faut que je structure mon entreprise pour réaliser ma motivation. Quand j'ai modélisé ou quand j'essaie de modéliser ce que c'est un entrepreneur, j'ai vu 3 types, ou je perçois 3 types d'entrepreneurs comme étant, j'ai appelé le visionnaire, un artisan, l'artisan et le gestionnaire. Et il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre. C'est pas, moi je suis un visionnaire, je suis meilleur que les autres. Ils ont chacun leur rôle à jouer dans l'entreprise. Et c'est encore là ces 3 énergies qu'on a en nous, qu'il faut utiliser au quotidien comme entreprise. Fait que l'artisan, il s'occupe du présent souvent. Il fait ce qu'il sait faire. Quand je rencontre un entrepreneur qui dit moi j'étais comptable dans une entreprise, je veux me lancer une boîte en comptabilité ou je veux faire de la comptabilité, pour moi ça sonne artisan. C'est quelqu'un qui dit je vais mettre à profit ce que je sais faire pour faire une entreprise, que ce soit une entreprise, un auto-entrepreneur ou que ce soit une grosse entreprise, une entreprise avec des employés. Pour moi, ça, c'est un artisan de l'entrepreneuriat. Mais il va avoir besoin d'aller dans les autres sphères. Il va avoir besoin d'appréhender le futur de cette entreprise-là. Puis il va avoir besoin de gérer le passé de cette entreprise-là comme gestionnaire. Mais il y a peut-être une dominante. Il est plus artisan.
Ça veut dire que quand je vais être en relation avec cette personne-là, ce qu'on essaie de développer, c'est ces autres portions. Euh, Soit dit en passant, quand on travaille, parce que les gens, quand ils viennent nous voir pour faire des formations, souvent, ils vont travailler sur euh, leur entreprise. Ils sont en train de monter une entreprise et la formation est autour de monter cette entreprise-là. Et puis c'est aidant de faire ça, mais pour moi, c'est pas une entreprise qu'on est en train de travailler, c'est l'entrepreneur. On est en train de lui montrer comment faire pour, oui, monter une première entreprise. Mais une fois que tu as ça en toi, c'est ça que tu reproduis. Chaque fois que tu fais une entreprise, tu refais la même recette. C'est comme une recette que tu vas réappliquer à une entreprise euh, ultérieure. Pour moi, c'est pas l'entreprise qui est importante comme l'entrepreneur. J'ai eu beaucoup d'entreprises. J'aurais peut-être pu rester avec la même entreprise toute ma vie, mais il est arrivé des éléments qui ont fait en sorte que certaines ont fermé, d'autres n'ont pas réussi. Euh, C'était pas la fin de ma vie. À l'époque, oui, là, quand on perd une grosse entreprise, c'est comme on pense que c'est la fin de la vie. Mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce que j'ai grandi comme entrepreneur qui me permet de repartir une autre entreprise en sauvant beaucoup plus de temps que la première, que la deuxième, que la troisième, puis aller beaucoup plus vite dans la réalisation des choses. Fait que mon visionnaire s'occupe du futur. Moi, je suis un entrepreneur. Quand je me détermine, je suis un entrepreneur visionnaire. Pourquoi? J'ai toujours parti des entreprises par opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est peu importe si je savais faire la chose ou pas, si si j'allume sur quelque chose, puis que je trouve que c'est vraiment excitant, je suis là, je vais partir d'une entreprise. Ma première entreprise, c'était une troupe de théâtre. Je n'avais jamais fait de théâtre. Je suis rentré dans un vignoble qui avait une salle d'armes décorée médiévale. Au Québec, le médiéval, ça a été une période où euh, les gens tripaient gros médiéval. Il y a eu des festivals médiévals, même si on n'a pas vécu la période. C'était assez populaire. Euh, j'ai visité un vignoble qui avait fait une salle d'armes médiévale, puis je lui demande, je dis, ah, tu fais-tu des soupers, tu fais-tu des affaires, tu sais, des soupers médiévaux dans ton commerce? Puis il me dit, ah non, on fait pas ça. Je dis, ben, moi j'ai une troupe de théâtre, je pourrais t'en faire. Il dit, dans un mois, on va te faire un spectacle. J'avais rien, là. J'avais pas de comédien, j'avais pas de costume, j'avais même pas rien d'écrit. Mais je trouvais l'opportunité trop belle. Fait que je lui ai dit que j'en avais une. Puis un mois plus tard, on faisait des soupers médiévaux. Puis j'ai eu une entreprise comme ça pendant 5 ans, où on se promenait, on faisait des soupers médiévaux dans des restos, etc., etc. Fait que tu vois, moi, c'est pour ça que je veux dire, je ne savais pas. J'ai appris. J'ai appris parce que je trouvais que c'est une opportunité. L'artisan, comme je vous disais tantôt, va être une personne qui va faire ce qu'elle sait faire. Ça, c'est le type d'entreprise parce qu'elle est confortable à faire ces choses-là. Le gestionnaire, pour moi, ça va être un entrepreneur qui va plus, par exemple, je pourrais acheter une entreprise existante. Je suis plus gestionnaire. Ce que je veux regarder, c'est les résultats de cette entreprise-là avant de prendre le risque de me lancer dedans. J'ai plus un esprit gestionnaire à ce moment-là. C'est pas un modèle complet, c'est un modèle juste pour réfléchir à l'entrepreneuriat. Vous pourriez dire, ah, moi, je vais ajouter telle typologie ou tel type de personnalité juste pour être capable de compléter le modèle pour que ça soit bien pour vous. Fait que, ces trois-là, dans une entreprise, si on commence à bâtir notre entreprise, bien, je mets l'artisan en haut parce que vous allez voir, là, en haut, c'est là qu'on bâtit l'entreprise. C'est lui qui est responsable du day-to-day. Day-to-day veut dire des opérations journalières. C'est lui qui fait dans l'entreprise. Le visionnaire, sa job, c'est de voir bien, qu'est-ce qui s'en vient. Où est-ce que l'entreprise va aller plus tard? Le visionnaire, je veux dire. Et le gestionnaire, lui, s'occupe du passé, de dire, OK, parfait, on était supposé d'aller là. Toi, tu as fait ça comme opération. On est rendu où? Comment loin, si on revient à nos bateaux de tantôt, comment loin on est-tu sur la bonne piste? On avait dit qu'on s'en allait vers là. On a-tu dérivé vers là? C'est le gestionnaire qui va me donner ces informations-là. Chaque entrepreneur, évidemment, si je suis un auto-entrepreneur, ben, je vais avoir à faire les trois. Une entreprise où j'ai des employés, bien, je pourrais peut-être dire, OK, j'ai commencé comme artisan, mais plus l'entreprise grandit, bien, plus je vais aller soit vers un ou vers l'autre, parce que je vais avoir soit des employés, soit un partenaire, soit des gens qui vont être plus à l'aise dans une des autres sphères que moi, je suis moins à l'aise. Je suis plus à l'aise dans cette sphère-là, mais j'ai fait de la production de vêtements. J'ai appris à coudre, j'ai appris à tailler, j'ai appris des skill sets,
je suis en anglais, des skill sets, j'ai appris à faire les choses, mais je suis toujours plus à l'aise là. Le visionnaire, c'est quelqu'un qui lit un paquet d'affaires, qui tout le temps, même des fois, ça peut être, même pas rapport un après les autres, pour être capable de faire des liens. Donc, on va commencer à bâtir l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Je vais mettre mon entrepreneur ici, évidemment balancé sur mon artisan, parce que si je n'ai pas d'artisan, l'entreprise, elle ne peut rien faire. Il n'y a personne qui opère l'entreprise. Et j'ai beaucoup aimé tantôt ce que tu disais, Yvan. Une entreprise, c'est créer de la valeur. Tu ne l'as pas dit dans ces termes-là, mais c'est ce que ça veut dire. Tu crées de la valeur. Ton objectif est de créer de la valeur. Créer de la valeur pour la société, créer de la valeur pour un certain nombre de clients. Puis évidemment, ben, plus je crée de la valeur, ben, l'idée, c'est qu'ici, si je crée de la valeur pour un certain nombre de personnes, c'est OK, mais ce qu'il ne faut pas oublier, puis vous l'avez vécu, et c'est qu'il y a des coûts d'opération en énergie, en temps, en ressources, qui vont faire en sorte que ben, j'ai beau créer de la valeur, mais si ça me coûte plus en opération pour créer ma valeur, ben, je ne fais pas d'argent. Si je me pars en affaires, si je viens de commencer en affaires, si je reprends mon fou de tantôt, mon bachelor, quand je me lance en affaires, quand je suis nouveau, souvent j'oublie, il y a toute cette portion-là que je ne sais pas qui existe, où on a une idée, mais très peu précise. Dans l'idée d'une formation, de former ou d'aider les gens, l'idée est d'essayer de faire sortir quelles sont ces variables-là qui vont me coûter en énergie, en temps, quels sont mes coûts d'opération. Puis l'autre affaire qu'on veut regarder aussi, qu'on oublie trop souvent, c'est comment on fait pour créer de la valeur. Dernièrement, je me souviens même, il y a quelques jours, je regardais sur TikTok, il y a un entrepreneur français qui a lancé une ligne de vêtements. Je ne me souviens plus du nom. Ce qu'il racontait sur TikTok, c'est comment il avait lancé sa ligne de vêtements, il avait investi 500 000 euros dans le sens à faire de la publicité, payer des influenceurs, louer un gros local, faire de la production, stocker la production. Il fait zéro vente. Il fait absolument zéro vente. Puis c'est ce qu'il est en train de raconter sur TikTok, comme quoi les influenceurs, c'est pas bon, comme quoi il n'arrive pas à faire des ventes, tout ça, et là, il est obligé de tout liquider. Pour moi, ça, il y a un gros problème déjà là. Ça veut dire que cet entrepreneur-là, avant de dépenser à faire de la commercialisation, avant de dépenser à faire sa production, il n'a juste pas regardé et dire, OK, je crée de la valeur. Hey, bonjour Daniel. Je crée de la valeur. Je pense que je crée de la valeur pour des gens. J'ai l'impression, je vais faire des t-shirts imprimés et ça, les gens vont l'aimer, ils vont acheter. Mais y a-tu regardé l'équation entre mon segment de client et la valeur que je pense créer? Y a-tu une adéquation? C'est-tu vrai? C'est-tu moi qui pense que j'ai créé de la valeur puis les clients en veulent pas? Fait qu'il y a beaucoup à faire entre les deux ici quand on parle d'études de marché, comprendre le client. L'idée en arrière de ça, c'est de comprendre quelle valeur le client veut. Bonjour Pierre. Bonjour Daniel, comment ça va? Ah, je me disais qui c'est qui est dans le salon parce que je voyais pas. Oui, les autres n'ont pas parti leur caméra, mais on est ici. On a commencé, ça peut-être une quinzaine de minutes, on est un petit peu avancé. L'idée, c'était juste de regarder un petit peu et d'essayer de voir qu'est-ce qu'une entreprise puis qu'est-ce qu'un entrepreneur. C'est un peu de réfléchir un peu là-dessus. Daniel, est-ce que tu as déjà eu une entreprise, toi? Non, c'est la première fois que tu veux lancer en affaires? Dans quel domaine? L'immobilier. Dans comment? L'immobilier. OK. OK. Donc, l'idée de créer de la valeur pour le dos ou de comprendre quelle est l'adéquation entre la valeur que je crée et ce que le client veut était vraiment important. OK. La deuxième chose, ce qu'on disait, c'est que créer de la valeur engendre des coûts. Évidemment, si mes coûts d'opération, temps, énergie, ressources sont plus élevés que la valeur que je crée, mais je perds de l'argent, je ne gagne pas d'argent. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là?
quelle serait ma réaction? Avez-vous une idée? Qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes dans cette situation-là, vous créez de la valeur pour 4 clients, c'est pas assez, et puis vos coûts d'opération sont beaucoup plus élevés que la valeur que vous créez. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, vous ne me le dites pas, mais vous le savez, je peux essayer de réduire mes coûts d'opération. Hein? Je peux dire, OK, bien, si ça coûte moins cher que créer de la valeur, bien, je vais redevenir, comment je rétablis mon équilibre? Bien, je peux réduire mes coûts d'opération, ce qui va faire que là, ma valeur va être plus élevée que les coûts. Je peux aussi augmenter mon nombre de clients. Si je rejoins plus de monde qui achète plus, évidemment, il ne faut pas que mes coûts d'opération augmentent. Si j'augmente le nombre de gens, il ne faut pas que je double mes coûts d'opération. Pour les mêmes coûts d'opération, il faut que je cherche 2 fois plus de personnes. Je peux créer plus de valeur sans augmenter mes coûts, mais justement pour qu'il y ait plus de personnes qui m'achètent. Puis qu'est-ce que c'est créer de la valeur? Des fois, par exemple, je pourrais dire, ben, l'exemple que je donnais tantôt de la personne qui a décidé de faire fabriquer des vêtements, de ne pas valider si les clients voulaient de ces vêtements-là, premièrement, pour voir s'il y avait une adéquation, une valeur ajoutée à ce que je faisais. Créer de la valeur, ça peut être le produit. Tu sais, je peux dire, OK, je crée de la valeur en vendant ce produit. C'est un petit linge pour essuyer les lunettes. Mais il y a d'autres moyens que je peux créer de la valeur. Peut-être que je crée de la valeur parce que je suis près de chez toi. Mettons que dans un quartier, si je vends quelque chose près, bien, ça crée de la valeur dans le sens où tu n'as pas besoin de te déplacer loin, tu peux venir proche. Moi, c'est une façon de créer de la valeur, c'est ça. Est-ce que je peux vendre la même chose que quelqu'un, mais j'offre, par exemple, de la livraison. Je crée une valeur de plus pour les gens qui ne veulent pas se déplacer chercher mes choses. Pour les gens qui veulent se déplacer, c'est peut-être pas important. Je peux vendre un produit, charger un peu plus cher parce que je crée de la valeur pour un certain segment de clients qui est prêt à payer pour ça. Et c'est là que l'exploration de cette adéquation-là, de dire, OK, j'explore mes segments de clients et j'essaie de trouver comment créer de la valeur et comment créer plus de valeur que ma compétition pour que ma petite équation, moi j'appelle ça une équation, mon équation d'entreprise à survivre. Je replace mon artisan, mon visionnaire, mon gestionnaire dans ma création de valeur. J'ai ma petite entreprise ici. Pour vous dire que, vous voyez, tu sais, là, mon visionnaire qui va me donner mon feedback loop sur le dire, OK, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Où est-ce que tu pourrais naviguer? Comment éviter les icebergs, si tu veux? Il regarde dans le futur pour m'aider, moi, celui qui est dans le quotidien, à naviguer. Puis j'ai mon gestionnaire qui, lui, il va analyser les coûts d'opération, l'énergie, les ressources pour me donner, de dire, OK, mais toi, tu nous avais dit, le visionnaire dit, OK, bien, il y a un certain pourcentage de marché à aller chercher, puis ça va coûter tel montant à aller le chercher. Le gestionnaire, il va regarder, il va dire, bon, OK, on prévoyait aller chercher tant de clients pour tel montant, et ça devait coûter à l'artisan un certain montant pour produire. Si je planifie que c'est comme ça que mon entreprise va survivre, ma job, c'est de faire, comme entrepreneur, c'est de faire en sorte que ça se réalise. Tu sais, si j'entrevois que je vais avoir 1000 clients dans la prochaine année, puis je me trompe, puis j'en ai juste 500, j'ai un problème. J'ai un problème si j'ai fait une entreprise, si j'ai bâti une entreprise qui était supposée de servir 1000 clients, puis que j'en sers juste 500, c'est sûr et certain que je vais perdre de l'argent. Mes coûts d'opération vont être beaucoup plus élevés que la valeur que je crée pour le nombre de clients que j'ai. Si j'ai, moi, l'entrepreneur visionnaire, j'ai dit que je m'en allais, je vais revenir à l'exemple d'Yvan, tantôt des explorateurs. J'ai dit, je prends la mer, puis je m'en vais en Amérique du Nord, puis que je me ramasse ailleurs. C'est arrivé, hein? Que je me ramasse ailleurs. Je suis pas pantoute tout ce que je suis supposé d'être. Mon gestionnaire me dit, ben voyons, tu étais supposé être là, puis tu es là, ça a coûté beaucoup plus, on est en train de perdre de l'argent. Et ma job comme entrepreneur, si je dis je m'en vais là, c'est de m'en aller là. C'est de faire en sorte que tous les jours, même si mon bateau a dévié, je le ramène vers où est-ce que je disais que je m'en allais. Et c'est là que ça fait référence, je reviens tout en haut, là, ça fait référence à voici ce que c'est un entrepreneur.
sa job, c'est de dire, OK, bien, je dois réaligner l'entreprise vers quoi on avait dit qu'on s'en allait. Une entreprise, c'est pas juste dire, OK, bien, demain, je me lève, je sers des clients, je fais de l'argent, je m'en retourne me coucher, le lendemain, je me lève. Ça, c'est ici. Mais on demande d'être beaucoup plus prévoyant que ça. Évidemment que plus l'entreprise est petite, plus je suis agile. Pour ceux qui ont déjà eu des entreprises avec des employés, Karine, dans ce que tu mentionnais, c'est beaucoup plus ardu tourner une entreprise quand il y a une structure avec des employés, tout ça, que quand tu es tout seul, tu dis, ah ben, je m'en vais là. Demain matin, je sers tel type de client. Je suis beaucoup plus agile dans ce temps-là. Si on fait le rapport avec le fou, mon battleur ici, si je regarde évidemment que la grosseur de mon entreprise ou la structure que je vais avoir à me donner va dépendre de la grosseur de mon baluchon. Quand je vois pas les autres, mais je vous ai entendu, on n'a pas 18 ans. On n'a pas, notre baluchon est déjà assez rempli. J'imagine que vous avez déjà des choses à payer dans votre vie. Vous avez peut-être des enfants, une maison, un appartement, une voiture. Notre baluchon est gros. On ne peut pas avoir une petite entreprise extrêmement flexible parce que, ultimement, l'objectif, c'est aussi de nous donner la richesse qu'on a besoin pour être capable de continuer notre vie à nous. Je reviens ici. Donc, ça, c'est déjà complexe, déjà à réfléchir, à réaliser, puis à faire. Mais on s'entend que ça, cette équation-là, on aimerait ça, de contrôler ça pour que ça soit toujours dans ce niveau-là. Je crée de la valeur, plus que mes coûts d'opération, je fais de l'argent. Super. Mais ça évolue dans une structure qu'on n'a aucun contrôle. Ma petite entreprise, elle évolue dans un... ça, c'est le marché. Elle évolue dans un marché où est-ce que j'ai des partenaires clés, des segments de clients, une connaissance de mes clients à avoir. J'ai un potentiel de marché, j'ai de la compétition. Je dois piloter mon entreprise dans un environnement qui est toujours en mouvement. Évidemment que ça, bon, comme entrepreneur visionnaire, ma job, c'est de comprendre ce qui se passe là-dedans, de toujours faire de la veille pour dire, ah, regarde, ça s'en vient. Donc, dans 3 mois, dans 1 an, peut-être qu'on pourrait faire ça pour contrer ça. Et là, on va replanifier l'entreprise en fonction de ces choses-là. Mais ça évolue aussi dans un marché encore plus grand ou dans un... Et là, on appelle ça le pestel, où on dit, OK, au niveau politique, économique, social, technologique, écologique et législatif, y a-t-il des choses qui s'en viennent dans le futur qui vont affecter le marché et ultimement affecter mon entreprise pour la débalancer, pour qu'elle commence à plus faire de l'argent? Puis le meilleur exemple, c'est là, on regarde présentement la COVID, c'était pas attendu par personne, ça a brassé tellement les marchés que tout est à refaire. Ce qu'on connaissait des marchés, plus ou moins stables, on naviguait dans une certaine stabilité, il n'y a plus rien de stable. On ne sait pas trop ce qui s'en vient dans 1 an ou 2 quand on gère une entreprise maintenant. Il faut Ça n'a pas trop touché, parce qu'on voit qu'il y a eu la crise, mais les marchés financiers, non. Oui, ben, c'est parce que les gens, ils mettent leurs sous là-dedans. Mais combien de petites entreprises, puis combien d'entreprises en ont arraché ou vont encore en arracher dans les prochaines années? Pour le meilleur et pour le pire, là, je veux dire, c'est le pire quand toi, tu es le propriétaire d'une entreprise présentement et que tu dois naviguer là-dedans. C'est clair que... par contre, pour ceux qui rentrent, les méchantes opportunités. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour les nouveaux entrepreneurs parce que ça a tellement brassé les choses que on est à... Il va y avoir des nouvelles opportunités qui montent. Il y a des entreprises qui vont être à vendre pour des peanuts, pour des nouveaux entrepreneurs. Puis pourquoi? Parce que eux, ceux qui ont déjà des entreprises, probablement que dans les dernières années, ils ont remis leurs économies dans l'entreprise pour les garder à flot. Fait que quand va arriver le temps où ben, ils vont manquer de sous. Et je dis ça par expérience aussi. Quand je vous disais, j'ai eu une entreprise manufacturière, j'étais dans la mode. Au Canada, il y a en 2000, 2001, 2002, là, il y a eu la déréglementation des marchés de la mode. Avant,
on avait des taxes ou des impôts, des droits de douane qui empêchaient les vêtements produits à moindre prix à rentrer au Canada. En 2001, quand on a décidé de déréglementer les marchés de la mode, tous les manufacturiers, ou pas mal tous les manufacturiers, les designers, les boutiques de mode au Canada, ça l'a fermé. Ça a été aussi loin que de dire, même quand j'appelais mes fournisseurs, il y avait des fournisseurs qui fermaient parce qu'il n'y avait plus assez de manufacturiers au Canada pour être capable d'importer du tissu. Fait que ça l'a changé complètement. Ça a été une décision qui est hors de nous, que l'entreprise a dû naviguer pareil. Même si mes clients étaient encore là, ça l'a fait tellement. Le COVID fait la même chose. Il a tellement déstabilisé les marchés. Mais beaucoup Dans d'opportunités. les marchés entreprises, le marché financier, la bourse. Tout. Même les consommateurs. Les consommateurs ne consommeront plus de la même façon. Il va y avoir des nouveaux besoins. Le fait que depuis 2 ans, on est pas mal enfermé, ça surviennent des nouveaux besoins. On a dépensé notre argent ailleurs. Ceux qui étaient dans ces ailleurs-là ont fait beaucoup de sous. Puis même chose, les marchés boursiers, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent parce qu'ils ont anticipé de dire, OK, mais ça va provoquer des demandes dans tel domaine, et ces entreprises-là vont monter beaucoup. Fait que, pour moi, quand les gens viennent faire une formation, ce que je leur parle toujours, c'est de faire de la planification d'affaires. La planification des affaires, dans le fond, c'est juste d'identifier les variables clés de mon entreprise. Il y en a trop de variables. Si on s'entend, il y a trop de variables à gérer et à contrôler dans une entreprise. Mais quelles sont les entreprises, les variables clés? Quelles sont les plus importantes que j'ai besoin de contrôler ou d'être au courant qui existent maintenant? Je vais aussi essayer de modéliser mon entreprise dans son environnement. Fait que ça ici, quand j'essaie de bâtir ma planification d'affaires, ce que je vais essayer de dire, c'est OK, mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, mon entreprise dans son marché, voici ce qui va se passer ou ce qui devrait se passer. Je vais essayer de projeter ce modèle-là dans le futur, que je voulais 1 an à 3 ans, de dire voici ce qui va se passer dans le marché d'ici les 3 prochaines années. Analysons, je reviens sur le COVID. Mettons qu'on dit, OK, le COVID a brassé plein d'affaires. On sait qu'au niveau politique, il faut qu'il relance l'économie. Au niveau politique, dans les prochaines années, il va y avoir des subventions pour aider les entreprises. Il va y avoir et on pourrait analyser le politique et dire comment ça va affecter positivement ou négativement mon entreprise. Il pourrait y avoir une législation qui s'apprête à se passer, une loi qui va faire que mon entreprise sera plus viable. Je suis mieux de le savoir d'avance. Fait que je vais projeter mon modèle d'entreprise. Et ça, cette planification-là, c'est un modèle que je dis, c'est un modèle vivant. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà été en entreprise savent qu'on ajuste ça tous les jours. Tous les jours, puis je ne dis pas qu'on va aller refaire le plan, mais en nous, cette équation-là, elle vit toujours. Et on sait que s'il arrive un petit quelque chose, ça va venir changer notre équation d'affaires et il va falloir que je réagisse à ça. Fait que ça, c'est ma planification d'affaires. Pourquoi je veux planifier en affaires? Si je planifie faire un voyage, je vais essayer de planifier, de dire, OK, je vais coucher là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je peux faire mon voyage comme le fou ou le battleur qu'on a vu tantôt. Les risques sont plus élevés. Mon baluchon va être beaucoup plus petit. Et le plan d'affaires, parce qu'on entend souvent dire, il faut faire un plan d'affaires en affaires. Le plan d'affaires, c'est une photographie de ça. Un plan d'affaires, c'est un modèle statique. Ça veut dire que je bâtis mon modèle et je dis, OK, si j'ai un certain financement, si tout se passe comme prévu, voici où mon entreprise sera dans les prochaines 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un document marketing, c'est un document de communication et je vais m'en servir pour dire, allez voir un créancier, allez voir un associé, un investisseur, puis dire, regarde, si tout se passe comme prévu, voici où mon entreprise devrait être dans la prochaine ou dans les prochaines années. Moi, comme créancier, je vais regarder ton plan, puis je vais regarder comment tu as modélisé ton entreprise. Est-ce que tu as pris en considération tous les événements qui pourraient arriver à ton entreprise? Est-ce que je te fais confiance, toi, comme entrepreneur, pour être capable de diriger ce bateau-là pour les 1 à 3 prochaines années? Un plan d'affaires, ce n'est pas un document fictif. Si je
présente ça à un créancier, il va s'attendre à ce que je réalise ça. Et pour ça, je dis la job d'un entrepreneur, je vais revenir ici, là, je reviens en haut, j'aurais dû les remettre en bas, c'est ça. Une fois que j'ai présenté mon plan à quelqu'un, je dois le réaliser. Évidemment, il ne se réalisera pas comme ça. Là. Il y a tellement de changements, je ne peux pas appréhender toutes les variables qui existent, puis il y en a que je vais dire, ah ben, il va bien se passer ça, puis c'est pas ça qui va arriver, et je dois réagir. Mais j'ai une base sur laquelle réagir. Voici où je devrais être. Au quotidien, mon gestionnaire va me dire, ouais, mais tu devais être là et tu es là. Et là, je dois réagir. Je dois dire, OK, ben d'abord, est-ce que j'augmente ça? Est-ce que je baisse ça? Est-ce que je fais ça? Parce que je dois ramener mon plan vers où je voulais aller. Une formation en entrepreneuriat, je vous présente les 3 qu'on a. On a Déclic, Créer, Propulser. Déclic, c'est un 2 semaines qui l'idée est de commencer à travailler à ça, à définir c'est quoi ton équation d'affaires. Comment tu crées de la valeur? Quels sont tes principaux coûts d'opération? Puis on va commencer à explorer c'est quoi ton marché? C'est quoi le potentiel de ton marché? Y a-t-il de la compétition? Et commencer à explorer qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur qui va affecter ce marché-là. Ça, c'est une première étape pour essayer de valider, de dire, bien, est-ce qu'il y a un potentiel dans ce que je pense? Déjà, en analysant la première partie, on peut dire, ouais, mais je vois que je ne crée pas assez de valeur, il y a trop de compétition, il n'y a pas assez de marché. Ce sont des questions à se poser avant d'investir dans peut-être la deuxième portion qui est là vraiment de dire, OK, là, je monte mon équation dans le but d'en faire une photo et dire, voici ce que je m'en vais. Je vais chercher du financement ou j'essaie de réaliser ça, ce que j'ai là. Et propulser, ben, c'est une troisième étape où ce que là, on peut aider des entrepreneurs à la carte. De dire, OK, ben, toi, tu as besoin de travailler ton marketing, toi, tu as besoin de travailler finance et plus travailler en un à un ou en des petits groupes pour faire avancer les gens. Parce que ça, c'est les 3 formations qu'on offre. Comme je vous disais au début, c'est des formations qui sont déjà offertes au Québec depuis peut-être une dizaine d'années. Ça s'appelle Lancement d'une entreprise. Et l'idée est vraiment de transférer aux entrepreneurs comment bâtir ça. Une fois que tu as appris à faire ça, tu le réappliques à n'importe quelle autre entreprise. Quand tu recrées une entreprise, tu réappliques les mêmes concepts, tu rebâtis ton équation et tu analyses est-ce que ça vaut la peine ou pas de le faire. Quand je dis c'est vivant, c'est parce que ça change toujours. Oui, Daniel. Juste une question pour Oui, comprendre. oui. Vous êtes présent au Canada ou vous êtes présent à Paris? Depuis un an maintenant, on a ouvert à Paris. Ça s'appelle Evolucence. Je retourne je l'ai mis ici. Voilà, ça s'appelle Evolucence. Et l'idée, c'est vraiment de Jumpstart. Jumpstart, c'est survolter, on dit, hein, survolter une voiture quand c'est d'être capable de survolter les entrepreneurs. Quand je me suis lancé en affaires autour de 20 ans, j'ai appris ces affaires-là en faisant des affaires. Ça se fait, mais ça prend beaucoup plus de temps. Puis en affaires, le temps est vraiment important. Si tu peux sauver un an en allant plus vite que les autres, parce qu'eux ont à le trouver, ces choses-là, ça va beaucoup plus rapidement. Donc, ça veut dire qu'on peut vous rencontrer ou c'est tout par digital? Oui, bon, évidemment, parce qu'on est au Québec, on va aller visiter, par exemple, on s'en vient, il y a un salon d'entrepreneuriat, si je me souviens, en mars, mais on a quelqu'un aussi, Monique est déjà en France, puis il y a 3 membres de l'équipe qui sont au Québec. Mais oui, l'idée, c'est que, bon, à partir de janvier, là, c'est encore un peu plus tranquille, il y a moyen de faire financer ces formations, tout ça, mais c'est un peu plus complexe, mais ça se fait. Et en janvier, on va vraiment plus commencer les formations par groupe. Ce que je fais, je vous envoie un message sur Oui, LinkedIn et après, éventuellement, après, vous me donnez le contact de votre collègue qui est à Paris. oui, après, tout de suite, ben pas tout de suite quand ça va terminer, mais je sais que je vais avoir vos noms, vos courriels. Fait que je vais faire un suivi, pas téléphonique, courriel avec vous. Juste voir, bon, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, où est-ce que vous en êtes rendu, puis tout ça.
mais peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Fait que là, je pourrais en même temps là, te donner les coordonnées de Monique, si tu veux. Je vous ai envoyé un message sur LinkedIn, Pierre. Comme ça, Parfait. voilà. Génial. Ok, Génial. on continue alors. Parfait. Fait que je pense que j'avais pas mal fini. J'étais supposé de pas prendre plus que 30 minutes, mais comme toujours, ça prend tout le temps plus de temps. Euh, pour ceux qui ont déjà vécu l'entrepreneuriat, Karine, Yvan, est-ce que je peux avoir votre feedback? Qu'est-ce que vous ajouteriez au modèle pour compléter? Est-ce que vous trouvez que ça a de l'allure? Répétez. Je voudrais avoir votre feedback un peu, parce que, tu sais, Oui, à quel c'est un niveau? modèle vivant, puis j'aimerais ça savoir, vous, ce que vous en pensez par rapport à dire, OK, j'ai vécu l'entrepreneuriat, est-ce que vous vous sentez dans ce que je viens d'expliquer ou pas? Ah, mais évidemment qu'on se sent dans ce que vous avez expliqué, et en particulier même sur tous les documents qui accompagnaient ce que vous avez dit. La seule chose, bien entendu, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est plus le même qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 50 ans. Donc, il faut peut-être juste vous informer comment les choses ont évolué. Prenons un exemple dans ce que vous avez marqué. L'instinct, c'est vrai que c'était l'entrepreneuriat de l'époque de papa ou de grand-papa. Aujourd'hui, ça fonctionne plus à l'instinct. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'instinct peut-être de nos clients. Une certaine part d'instinct qui va quand même travailler, là. Mais oui, allez-y. Déclic. Je le sais. Mais définitivement que l'idée, peut-être qu'on disait, OK, c'était moins complexe. Il y avait moins de Oui, régulation. Il y avait pas l'Internet. On s'entend que pour le meilleur et pour le pire, là, oui, bien souvent, entendu. les gens s'imaginent c'est facile commercialiser sur Internet. C'est vraiment difficile. Euh, Mais les choses évoluent dans la création de valeur. ah oui, ben oui, Oui, parce qu'à un moment donné, les gens ne possédaient rien, n'avaient rien. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, ils sont de plus en plus équipés. Alors, la valeur aujourd'hui, c'est plus de la prestation de service, si je ne dis pas de bêtises. Et on crée de nouveaux besoins. On doit communiquer sur de nouveaux besoins, parce que si on veut que les gens qui ont envie de vivre une vie pleinement puissent travailler, parce que pour vivre une vie pleinement, ce n'est pas moi qui l'explique, hein, c'est tous les grands, à la fois psychanalystes, psychologues ou autres, qui expliquent que l'harmonie d'une personne, c'est dans sa vie professionnelle. En tous les cas, pour beaucoup de personnes, et c'est vrai qu'on peut aussi s'épanouir en créant une famille quand on est une femme ou un homme aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus ça, mais au-delà de ça, tous ceux qui ont envie de travailler pour être bien dans sa peau, dans leur peau, je crois que les choses sont un petit peu plus compliquées. Créer aujourd'hui des produits qui ont beaucoup équipé les ménages et les consommateurs et les entreprises, ça devient de plus en plus difficile. Bah, il faut trouver autre chose et il y a de plus en plus de prestations de services. ouais. Et Ben, donc, c'est moins simple qu'avant, hein. C'est moins simple. C'est moins ouais. simple. Un artisan aujourd'hui, c'est plus difficile parce que c'est hyper concurrencé et que tout existe et que tout est fait. Un petit commerce aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Ce serait intéressant de savoir, puisqu'on a justement dans ce salon la Fédération française de la franchise, ça ne fonctionne pas la même chose que dans les années 60, 70 ou 80. Le petit commerce pose problème dans la mesure aujourd'hui où il y a les mastodontes pour simplifier les choses qui sont sur Internet. Et les choses évoluent à la vitesse grand V. Mais bon, en tous les cas, oui, oui, bien entendu que je comprends parfaitement ce que vous nous dites et les grandes qualités, les grandes valeurs que l'on doit avoir justement pour créer de la valeur, bon, elles font partie de tout ce que vous nous avez expliqué. Ouais. Ouais. Super, merci, Yvan. Karine, toi, est-ce que tu reconnais quelque chose? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, non, je reconnais. Effectivement, ça se projette. J'aime bien tes petits triangles avec la balance. Euh, oui. Après, effectivement, chaque secteur est toujours un peu différent et chaque affaire, même si c'est des schémas qui se reproduisent, ont on va dire, ouais, le marché peut être différent, les clients, et puis les clients changent, comme disait Yvan, oui.
Donc, effectivement, il faut se poser tout le temps les bonnes questions. Mais je pense qu'il faut se les poser au quotidien, pas qu'au début et pas qu'au lancement. Donc, Exact. Et c'est pour ça que je dis que c'est un modèle vivant. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis qu'on oublie. On le fait une fois et à partir de là, on le nourrit, on nourrit toujours. C'est ça la job d'un entrepreneur, nourrir cette équation-là, la maîtriser, puis d'aller où ce qu'il dit qu'il veut aller. Et ça, je le compare à un magicien. Parce que j'ai enlevé ma photo, mais le battleur, c'est l'idée, c'est que voici les éléments sur lesquels je travaille et je veux réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Je me laisse pas juste te dire, bon, on s'en va par là, on s'en va par là, on vient de me mettre à pied, on me réengage. Là, je veux auto-déterminer ce qui va m'arriver. C'est possible d'être un entrepreneur comme le battleur. J'ai trouvé un exemple, je crois que je suis sur YouTube. C'est un exemple en anglais, je vais juste vous le montrer vite, vite. Attends, comment, mettons. Oh, attends, je pense que je me suis mis quelque part. Et puis ça va, je vais vous laisser partir après ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Juste vous montrer c'est en anglais, mais je ferme le son. C'est juste pour vous montrer un entrepreneur battleur pour moi. Pourquoi? Bien, dans le fond, on n'aspire pas peut-être être un entrepreneur comme lui, mais lui, il a 3 moutons et puis voici son baluchon. Il n'est pas gros dans son baluchon, fait qu'il peut se permettre d'être un entrepreneur battleur. Fait qu'à tous les jours, il change de place et il fait son argent en allant quelque part et disant, OK, votre gazon est long, mes chèvres vont le tondre, je vais vous charger 5 puis après ça, il va changer de place. Fait que c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a peut-être pas besoin d'une grosse structure comme il est magicien dans le sens où tous les jours, il va planifier, OK, demain, il faut que j'aille là, il faut que j'aille à cet endroit-là, des choses comme ça. Mais son baluchon est tellement petit qu'il est beaucoup plus proche du fou, du battleur, que du magicien. C'était juste pour vous montrer un exemple, parce qu'on entend beaucoup parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler des slowpreneurs, ce qu'on appelle des slowpreneurs. Ben, ça peut, mais il faut que tu t'assures, parce que comme entrepreneur, ben, si je veux une grosse maison, un gros bateau, un gros ci, un gros ça, ben, c'est sûr que ça va créer une pression sur mon entreprise pour me donner ces choses-là. Donc, augmenter la grosseur de l'entreprise pour me sortir cet argent-là. Super, ben, je vais terminer là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Je vais me faire un plaisir de vous contacter. Il y a toujours les formations d'Eclix, vous voulez avoir des informations là-dessus aussi créées, vous pouvez envoyer des courriels, je peux vous aider avec ça aussi. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre prochaine